Bonjour, chers internautes. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Aimé, coordonnateur national de nos vies, dans l'émission Le deuxième numéro de l'émission L'Actu citoyenne. Alors, M. Aimé, nous voyons en fait ce qui se passe actuellement dans ce pays, dans lequel les politiques nous montrent qu'il y a beaucoup d'enjeux, en fait, notamment en ce qui concerne les questions des élections présidentielles qui, selon beaucoup d'experts, beaucoup d'acteurs politiques, doivent impérativement se tenir avant le 2 avril. Quelle est votre première lecture au sortir de ce dialogue qui s'est tenu hier à CICAD? Et quelle est votre première lecture que vous faites par rapport à ce dialogue-là? Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous avez posé une question qui aujourd'hui taraude l'esprit de tous les Sénégalais, au-delà des acteurs de la société civile, les partis politiques, les différentes organisations syndicales. Comme vous l'avez si bien soulevé, la date du scrutin est devenue aujourd'hui un défi au Sénégal. En temps normal, nous aurions voté avant-hier, je pense le 25 février. Aujourd'hui, les citoyens sénégalais devaient être édifiés sur le choix qui a été fait par rapport à notre futur président, celui qui présiderait aux destinées du Sénégal. La première lecture que j'en fais, c'est que déjà le Conseil constitutionnel a invité le président de la République à fixer une nouvelle date pour le scrutin. Il a bien précisé dans les meilleurs délais. Pour nous, nous entendons par meilleur délai la date la plus proche, donc en tenant compte éventuellement des jours qu'on aurait pu gagner justement pour permettre aux candidats validés de faire au moins une petite campagne et qu'on puisse voter. Donc, pour rester toujours dans le calendrier républicain. Donc, par meilleur délai, fallait entendre les délais la date la plus proche en tenant compte du calendrier républicain qui est fixé par la Constitution. Donc, pour nous, ça a été une surprise de voir que le président a quand même traîné les pieds depuis la décision du Conseil constitutionnel avant de convoquer ce dialogue qui est censé durer, sauf erreur, 48 heures. Donc, la cérémonie d'ouverture a été lancée hier et les discussions se poursuivent aujourd'hui. Bon, l'autre surprise, c'est que dans son allocution d'ouverture de ce dialogue, le président avait déjà pris la décision de faire passer une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale et qui porterait sur les événements de mars 2021 à 2024. Ce qui n'était pas justement l'objet de l'invite du Conseil constitutionnel. Justement, on va revenir sur cette question d'amnistie-là, mais bien avant, j'aimerais avoir votre position par rapport à la date du 2 avril. Le président a dit que ce serait compliqué, en tout cas après les concertations, de tenir, selon la lecture que j'ai eue sur cette question-là, les élections avant le 2 avril, compte tenu déjà du mois de Ramadan qui va arriver, compte tenu des fêtes qu'il a évoqué notamment dans sa conclusion lors du dialogue d'hier. Pensez-vous qu'objectivement, qu'on peut arriver maintenant à tenir ces élections-là avant la date du 2 avril? Bon, personnellement, je pense que ce sont des prétextes, puisque pour aller voter, c'est pas comme si on allait passer toute la journée au niveau du bureau de vote. Généralement, le délai d'attente, c'est 30, maximum 1 heure de temps. Donc, si les choses sont bien mises en place, si l'organisation est correcte et s'il n'y a pas de perturbation. Et justement, l'organisation des élections est de la responsabilité de l'actuel gouvernement à travers ses services. Donc, c'est cela la réalité. Donc, en termes de faisabilité, si il n'y a pas de mauvaise foi derrière, je pense que techniquement, ça doit pouvoir se faire. Et aujourd'hui, la liste
des candidats a été arrêté, donc rien n'empêche ce qu'on puisse tenir les élections au plus tard, je pense, le 3 mars, puisque la Constitution prévoit que les élections doivent se tenir 40 jours au plus tôt et 30 jours au plus tard avant l'expiration du mandat du président qui termine normalement le 2 avril. Donc, logiquement, on pouvait tenir les élections, en tout cas jusqu'à présent, à la date du 3 mars. Okay. Partagez-vous l'avis des gens qui disent que le processus électoral devait être repris parce qu'il y a des candidats, je n'utiliserai pas le terme spoilé, mais il y a des candidats qui ont été recalés et que le processus doit être repris? Bon, je pense que l'objectif, lorsque l'on fixe des conditions d'éligibilité, c'est justement un filtre qui est posé. Donc, ceux qui ne sont pas passés, j'ai eu à le souligner dans des interviews précédentes, que les décisions du Conseil constitutionnel que nous avons bien épluchées sont rendues en conformité avec les règles de droit. Donc, ceux qui n'ont pas respecté ces conditions-là n'ont pas été retenus. Parmi ces conditions, il y a celui qui fait le plus débat aujourd'hui, c'est le caractère exclusif de la nationalité et qui est, à mon sens, très pertinent. D'autant plus qu'on ne peut pas être président d'une nation et être en même temps sujet de notre pays. Demain, en cas de malgouvernance ou s'il y a d'éventuelles poursuites, ce serait un peu difficile en matière de coopération judiciaire, donc internationale. Ça peut poser problème même d'amener à instruire, à inculper la personne, la traduire devant la justice. Donc ça peut être un peu difficile. Bon, d'autre part, pour ce qui concerne les parrainages, le Conseil constitutionnel a expliqué qu'il y avait des candidats pour lesquels ils ont relevé des sauts de ligne. Ouais. Donc ça, c'est très clair. Donc ça veut dire que les gens ne remplissaient pas les conditions, le nombre de parrains exigés. Bon, pour d'autres, ils n'avaient pas le nombre de parrains requis par région. Donc tout ça, c'est autant de motifs. Et si vous analysez bien, vous vous rendrez compte que tous les ténors de la politique, tous ceux qui ont aujourd'hui une base politique avérée, sont passés, ils ont passé le filtre. Après, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame entre le fait d'être un leader politique populaire et d'avoir la légitimité au niveau de sa localité ou sur le plan national. On peut bel et bien être médiatisé et ne pas du tout bénéficier du suffrage des Sénégalais. Et on l'a vu lors des élections locales, lors des législatives. Les résultats ont montré que certains leaders qui occupaient quand même de très hautes fonctions n'ont même pas pu gagner leur bureau de vote. Ouais. À plus forte raison, le centre ou leur commune. Donc ça, c'est autant d'éléments qui prouvent que le processus n'est pas biaisé en réalité. C'est des allégations, mais encore, quand on donne des allégations, il faut en rapporter la preuve. Donc on ne peut pas, à ce jour, aller vers la reprise du processus électoral, d'autant plus que cela violerait un principe sacro-saint de notre Constitution qui voudrait que les décisions du Conseil constitutionnel ne soient susceptibles d'aucune voie de recours. En effet, bon, on va pas refaire l'histoire par rapport au parrainage, mais on a vu les candidats sortir des preuves en disant que le processus de vérification a été un peu biaisé dans le sens où, même sur les noms de famille, sur les prénoms, mais bon, on va pas refaire l'histoire. On va avancer sur les questions de l'amnistie que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes de l'avis du président de la République qui veut qu'on introduise cette loi d'amnistie qui, en quelque sorte, effacerait en fait tout ce qui s'est passé lors des événements de mars 2021 et lors des récents événements? Bon, revenons quand même juste un peu sur certains éléments justement des fiches de parrainage. Oui. Bon, en fait, il se trouve que les candidats
beaucoup de candidats en réalité, si vous regardez bien ceux qui n'ont pas passé le filtre, c'est pas des candidats qui ont une expérience en matière électorale. Oui. Et en tout cas pour la majorité. Et deuxièmement, ces fiches sont remplies par des jeunes qui n'ont pas forcément l'expérience, qui ne sont pas supervisés. Et le Conseil constitutionnel l'a dit, a rappelé dans ses motivations, il y avait des candidats qui ne respectaient pas les rubriques. Donc, si vous mettez le nom de famille à la place du prénom, si vous ne renseignez pas correctement les références des pièces d'identité, bon, naturellement, le logiciel qui permet de vérifier la conformité des parrainages, justement, il détectera comme un parrainage qui n'est pas valide. Mais puisqu'on en parle, ne pensez-vous pas qu'on devrait changer la manière de récolter les parrains, en fait, par rapport à l'élection présidentielle? Ne devrait-on pas digitaliser le process qui permettrait de pouvoir régler ces questions-là, ces élèves? Oui, cela, nous avions réfléchi en interne au niveau de nos vies, donc avec nos différents spécialistes, pour voir un peu quelles sont les améliorations à apporter. Naturellement, il y a des améliorations. Ça ne veut pas dire que le processus est biaisé ou que la loi, telle qu'elle est faite, n'a pas été respectée. Mais seulement, il y a des incohérences donc, et des insuffisances sur lesquelles il faut apporter un certain nombre de correctifs. La première des choses, c'est que le vote étant secret, il faudrait, parce que en instaurant un parrainage unique, derrière, on lève un coin du voile sur la confidentialité du vote. Donc, il faut autoriser les parrains les citoyens à pouvoir parrainer 2 candidats, puisque ça reste dans tous les cas des intentions de vote, et puis le jour J, il se définira. Donc, deuxièmement, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut digitaliser le processus, de sorte que, à partir du moment où le client a fait régulièrement ses parrainages, après un processus d'authentification pour être sûr que celui qui parraine est effectivement la personne dont les informations sont disponibles sur le fichier électoral, donc que cette personne, une fois qu'elle a fini de faire son ou ses parrainages, que ça ne soit plus possible, donc que ces parrainages ne soient ni répudiables ni modifiables. Voilà, et cela nous éviterait d'avoir affaire à des doublons et auquel cas d'avoir à porter préjudice à un candidat qui peut-être, lui, même si à l'issue du tirage au sort est sorti en second lieu, mais peut-être que c'est ce candidat qui a été le premier à récolter le fruit du parrainage. Je pense que tout ça, c'est des améliorations à apporter dans le processus. Effectivement, je pense que cette intervention sur le parrainage est très, très intéressante, mais je tiens à ce qu'on parle de cette loi d'amnistie, parce que j'ai évoqué tout à l'heure la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en phase avec cette proposition-là de loi? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne pouvons pas être en phase pour ce projet de loi d'amnistie, pour la simple et bonne raison que les citoyens sont égaux devant la loi et devant le service public, et la justice est aussi un service public. Et que l'article 7 de la Constitution dispose que la vie humaine, elle est sacrée, elle est inviolable, et que l'État est tenu de la respecter et de la protéger. Par conséquent, si aujourd'hui, dans l'exercice des libertés fondamentales, notamment la liberté de manifester, la liberté d'opinion, qu'on en arrive à des dérives donc, qui entraînent des blessés, des pertes, d'innombrables pertes en vies humaines, je pense qu'il est important de pouvoir mener des enquêtes, ne serait-ce que pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé, on a un devoir de mémoire, mais aussi de pouvoir situer les responsabilités et de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur pour que plus jamais cela ne se reproduise dans notre pays. Il ne faut pas priver les citoyens sénégalais, les victimes et leurs proches
de ce droit donc d'avoir justice et d'obtenir réparation du préjudice qui est subi. Mais cela, bien entendu, ça ne peut être qu'arbitré au niveau des tribunaux, des juridictions compétentes. Donc pour nous, c'est important. C'est important. Donc, à travers cette loi, c'est comme si quelque part, on consacre donc de manière légale la culture de l'impunité, et cela est dangereux dans un pays parce qu'on peut se retrouver dans des situations de justice privée si les gens estiment justement qu'ils n'ont pas été rétablis dans leur droit. C'est un précédent dangereux également puisque plus personne ne manifestera. Et c'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures. Donc quand il s'agit des personnalités politiques, ils ont blanc-seing par rapport à leurs actes. Et quand il s'agit du citoyen lambda qui commet une petite infraction, donc la loi s'applique dans toute sa rigueur à son encontre. Donc je pense que c'est important de rétablir cet équilibre-là. Oui, justement, comme vous dites, il faut éviter les précédents dangereux et c'est très très important. C'est la justice justement qui nous préserve contre l'arbitraire. En effet. Maintenant, on a vu une vague de libération de détenus politiques au Sénégal et sans pour autant passer par des procédures, si je ne m'abuse, judiciaires. Et aujourd'hui, que vous inspire en fait cette vague de libération de détenus dits politiques? Du point de vue citoyen, en tant que citoyen tout simplement, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est des gens qui étaient sortis pour manifester, donc qui ont usé de leur droit, de leur liberté fondamentale, donc garantie par la Constitution. Donc s'il y a quelques dérives, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on ne devrait pas arriver à des situations extrêmes où les gens restent des mois en prison, donc sans que les familles puissent avoir des nouvelles. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça permet de décrisper un peu le climat politique assez tendu ces 3 dernières années. Donc c'est des mesures que nous, au niveau de nos vies, nous encourageons, nous saluons, nous encourageons. Il faut que le président de la République continue de libérer ces détenus-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur de la République est le maître des poursuites. Et en tant que maître des poursuites, il dispose de ce que l'on appelle des prérogatives pour apprécier l'opportunité des poursuites. Donc, si aujourd'hui le procureur de la République est sous la tutelle du ministère de la Justice apprécie que bon, les faits pour lesquels ces personnes sont poursuivies ne valent pas la peine qu'on aille plus loin que ça, pourquoi pas les libérer. Je pense que ça soulagerait les familles parce que, comme on le sait, au Sénégal, dès que vous êtes une personne active, bon, vous nourrissez plusieurs personnes, voilà. Et ça soulagerait beaucoup les familles. On encourage cette initiative-là. C'est important, c'est important. On a fait le tour des questions. Maintenant, la dernière question que j'aurais à vous poser, c'est quelle est aujourd'hui votre position par rapport, j'y reviens parce que c'est important et c'est un peu ce qui est actuellement sur la table, la date des élections. Quelle est aujourd'hui votre position par rapport à cet aspect-là? Bon, nous sommes des démocrates et des républicains. En notre sens, le respect du calendrier électoral est important. Il est important en ce sens où la souveraineté appartient au peuple qui la manifeste à travers ses représentants ou à travers le suffrage universel, notamment l'élection du président de la République. Donc priver les citoyens sénégalais de pouvoir choisir le futur président est un précédent dangereux et c'est une tâche sur l'image donc de notre démocratie, autrefois citée en référence. On a l'habitude de dire que bon, le Sénégal est la vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc la question
peut se poser légitimement. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut tenir très rapidement, organiser très rapidement ces élections. D'autant plus qu'au-delà du 2 avril, nous nous retrouverons dans un vide juridique. Ouais. Donc si on se retrouve au-delà du 2 avril, déjà le président dont le mandat est en cours, qui aura pris fin, ne sera plus légitime puisqu'il ne bénéficierait plus de la confiance du peuple sénégalais, ni pour exercer le pouvoir exécutif, ni pour négocier ou la représenter au niveau international. Donc, ce qui est quand même très, très dangereux. Deuxièmement, qui pour remplacer, même si aujourd'hui le président de la République quitter ses fonctions à partir du 2 avril. Non, cette hypothèse n'est pas possible. Parce que quand on parle de vacances du pouvoir, c'est pendant la durée du mandat. En cas de démission. Ah, mais bien entendu. Ouais. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas organiser la défaillance du système électoral et après, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc ce serait très dangereux dans ce cas. Même le président de l'Assemblée nationale ne serait pas légitime. Puisque comme je l'ai dit, à partir du 2 avril, aucune personnalité, ni politique, ni de l'armée, ni de la société civile, ne bénéficierait de la confiance des Sénégalais. Voilà. Alors, la toute dernière question, ce serait vous, en tant que coordonnateur de Novi, on connaît aujourd'hui les 19 candidats donateurs. Quel est le candidat que vous souhaiteriez accompagner dans le cadre des élections, si ça se tiendrait dans les meilleurs délais, comme a dit le Conseil constitutionnel? Nous avons posé cette question en Assemblée générale. Et ce qui est ressorti des échanges, c'est qu'il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à soutenir un quelconque candidat. Nous avons une... Vous attendez les second tours? Ah non, nous ne sommes pas dans des calculs. Nous ne sommes pas dans des calculs. Au contraire, nous souhaitons jouer pleinement notre rôle en étant du côté du peuple. Comment? Déjà en proposant un profil type de candidat auquel les citoyens sénégalais, en qui les citoyens sénégalais peuvent plus ou moins placer leur confiance, mais également dresser des points importants sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de la structuration, sur le plan de la politique économique même en tant que telle, sur le plan de la recherche et de l'innovation, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la décentralisation, sur le plan de la politique de jeunesse et la politique de l'emploi. Voilà, donc tous ces points, nous les avons déjà identifiés d'ailleurs. Nous sommes en train de finaliser, donc nous allons les soumettre à la population pour aider notre peuple à faire un bon choix. Voilà, il n'y aura aucun candidat ciblé en tant que tel, mais c'est juste un profil et des exigences. Donc, il est impératif, à notre sens, de retrouver dans la Constitution. Donc, ce qu'on peut retenir... autant pour moi, je dis dans la Constitution, dans les programmes. Dans les programmes. Ce qu'on peut retenir, en gros, c'est que Novi n'a pas encore choisi son candidat. C'est pas une urgence. Après, comme j'ai eu à le dire lors de mes précédentes sorties médiatiques, on ne ferme pas la porte aux candidats. Les candidats qui souhaitent venir nous rencontrer, échanger avec nos membres, nous discuterons naturellement avec eux, puisque nous sommes au service exclusif du peuple. S'il est possible qu'ils prennent en considération donc certaines de nos propositions, c'est tant mieux pour le candidat et pour nos citoyens, d'autant plus que c'est cela aussi la pertinence de notre démarche, qui a consisté dans un premier temps à faire adhérer ceux-là qui habituellement ne s'intéressent
pas ou ne prennent pas activement part à la vie politique, à la vie citoyenne, en l'occurrence les intellectuels, les cadres, même si nous envisageons très prochainement de nous ouvrir à tous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, nos vies doivent être une alternative. Parce que ce que nous croyons fondamentalement, c'est qu'il faut un sursaut citoyen, que nos citoyens soient sensibilisés par rapport à leurs droits, mais également par rapport à leurs devoirs, puisque ce que nous pensons, c'est que les infrastructures, les politiques publiques sont faites pour les citoyens, et s'il n'y a pas une appropriation de ces politiques publiques et de ces infrastructures par ces citoyens, derrière, il y aura une relation toujours conflictuelle entre ces deux, voilà, on va dire, ces deux fenêtres. Voilà. Donc aussi, nous pensons qu'il faut nécessairement revoir notre politique économique et pourquoi pas créer des pôles économiques régionaux pour désengorger, notamment Dakar, qui est saturé. Aujourd'hui, nous avons pratiquement un tiers de la population du Sénégal qui est basée dans la région de Dakar. Dakar qui fait une superficie de 0,3% de tout le territoire national, ce qui crée des déséquilibres assez importants. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion de tenir un débat spécialement orienté économie. Ça vous donnerait vos points de vue sur ces questions-là, ô combien important et intéressant pour le peuple sénégalais et pour l'avancée en fait du pays. Merci beaucoup, M. Aimé. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs, nos internautes. C'était votre émission, le deuxième numéro de l'émission L'Actu Citoyenne. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.